propose qu'on puisse commencer rapidement. La technique est en place. Tout le monde a rejoint ses places. Mes chers collègues, notre ordre du jour appelle à présent l'audition commune sur l'enquête réalisée par la Cour des comptes à la demande de notre commission en application de l'article 132-3-1 du Code des juridictions financières sur Santé publique France. Nous accueillons ce matin Madame Véronique Amaillon, présidente, Messieurs Jérôme Dossy et Sébastien Gallet, conseillers référendaires de la 6e chambre de la Cour des comptes pour la présentation de l'enquête. Nous avons également convié, comme cela a pu être le cas par le passé pour d'autres contrôles organiques, les principales parties prenantes. Madame Marianne Jacquet, directrice générale par intérim de Santé publique France. Madame Catherine Grenier, directrice des assurés de la Caisse nationale d'assurance maladie, financeur de l'agence. Le représentant de la Direction générale de la santé du ministère de la Santé et de la Prévention, tutelle de l'agence, est excusé pour cause de triple épidémie. J'indique que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo retransmise en direct sur le site Internet du Sénat, puis disponible en vidéo à la demande. Notre commission a demandé à la Cour des comptes la réalisation de cette enquête il y a un an, en décembre 2021. Notre présidente motivait sa demande par les difficultés observées dans le positionnement de l'agence dans ses relations avec l'administration centrale du ministère de la Santé, pour ce qui concerne notamment les missions de l'ex-EPRUS pour lesquelles elle ne dispose pas d'une réelle autonomie. Je crois que nous avons tous en tête, pour ceux qui étaient alors présents, une audition de mai 2020, au cours de laquelle nous avons assisté à de multiples renvois de responsabilité entre l'agence et sa tutelle sur la question des équipements de protection. La demande de notre présidente portait sur un bilan de fonctionnement de la nouvelle agence au triple plan de sa gouvernance, de son organisation et de sa gestion. Une analyse des moyens de l'agence aux missions qui lui sont assignées. Un questionnement sur la place de l'agence dans le paysage administratif et institutionnel. Une appréciation sur ce que notre commission considère comme des débudgétisations de fait de dépenses au cours de la crise sanitaire à la suite du transfert à l'assurance maladie du financement de Santé publique France, auparavant assuré par les crédits de la mission santé du budget de l'État. Madame la présidente Amaillon, je vous laisse la parole sans plus tarder, afin que vous puissiez présenter les travaux de la Cour. Merci, madame. Merci, madame la présidente. Alors, on vous présente un PowerPoint assez rapidement pour rappeler les principaux points de ce rapport qui nous a été demandé, vous l'avez rappelé, par le Sénat, la Commission des affaires sociales du Sénat, le 14 décembre 2021, sur Santé publique France. Donc, plusieurs questions nous étaient posées, notamment sur le positionnement de Santé publique France par rapport à l'administration centrale, aux autres agences sanitaires et aux ARS, sur la répartition des missions de SPF avec les administrations centrales et avec d'autres agences, sur l'adéquation de ces moyens par rapport à ces missions, sur le mode de financement de ces missions et sur l'effectivité ou pas des gains d'efficience attendus de la création de Santé publique France en 2016 et plus largement sur le fonctionnement de Santé publique France. Nous avons mené également des comparaisons internationales comme nous y invitait le Sénat. Nous avons pu le faire dans une certaine mesure sur un certain nombre de sujets comme les stocks stratégiques et comme la prévention et la promotion de la santé. En revanche, il ne nous a pas été possible d'en tirer des conclusions sur la comparaison des moyens entre SPF et ses homologues étrangers, notamment britanniques, américains ou canadiens, compte tenu des différences de portefeuille de missions, c'est-à-dire de périmètre des missions de chacune de ces entités, et en raison du fait qu'il ne nous a pas été possible non plus d'accéder à la comptabilité analytique de ces organismes.
les différences entre les modèles étrangers et Santé publique France s'expliquent notamment par des raisons historiques. L'agence française ne dispose pas en propre de moyens de recherche et son effectif qui se consacre à la prévention et à la promotion de la santé est significativement inférieur à celui de ses homologues étrangers. Alors, nous sommes partis évidemment d'un état des lieux des rapports qui préexistaient à notre rapport, des rapports de la Cour des comptes que vous avez à l'écran, des rapports du Parlement et notamment un rapport de la commission d'enquête du Sénat de 2020 et puis le rapport Pittet bien sûr et un certain nombre d'autres rapports. Je passe rapidement sur les constats relatifs à Santé publique France. Alors, la Cour constate que Santé publique France joue un rôle essentiel dans l'organisation de la surveillance et de la veille sanitaire. SPF réceptionne les signaux issus des dispositifs d'alerte et de surveillance, les traite pour déclarer s'il y a lieu une alerte sanitaire à bon escient au ministère de la Santé. Il est donc à la fois acteur et organisateur de ces dispositifs. La période contrôlée par la Cour se caractérise par à la fois une extension des dispositifs de surveillance et de veille sanitaire, parfois obsolètes, et également par une recherche d'identification des signaux précoces et de ce qu'on appelle les signaux faibles. Nous avons constaté qu'il existe aujourd'hui une vaste palette de dispositifs de veille et de surveillance qui s'étend au cours du temps de notre contrôle pour couvrir de la manière la plus exhaustive possible les risques potentiels pour la santé. Mais nous avons pointé également un certain nombre de limites à ces dispositifs, notamment l'ancienneté du système d'information de surveillance syndromique et la limite liée à certains registres qui a des limites qui avaient été pointées par le Haut Conseil de la santé publique. Là, le COP, le contrat d'objectifs et de performance 2018-2022 de Santé publique France, demandait à l'agence d'analyser la pertinence des dispositifs existants. Cela n'a pas été fait. Donc nous pointons ce point-là. Il existe, selon nous, un réel besoin d'évaluation pour venir mieux traiter les signaux. Ça a donné lieu, donc ce constat a donné lieu à une recommandation dans notre rapport qui est de relancer les travaux d'analyse de la pertinence des dispositifs de surveillance et de quantifier les besoins futurs de Santé publique France pour procéder au déclenchement des alertes sanitaires. Sur les stocks stratégiques, nous avons constaté évidemment le changement important de dimension sous l'effet de la crise sanitaire, avec une valeur des stocks avant dépréciation 10 fois supérieure en 2021 à ce qu'ils étaient à fin 2019. Donc on est passé de 200 millions à plus de 2 milliards sur essentiellement les équipements de protection individuelle. La question de la dépréciation des équipements de protection individuelle a été regardée attentivement par la Cour. Elle revêt évidemment une ampleur nouvelle compte tenu des montants en jeu. Et la question se pose des dépréciations qui seront à constater et des moyens qui seront alloués à Santé publique France et que Santé publique France se donnera pour constater ces dépréciations et renouveler le stock. Donc il y a un coût à assumer sur lequel nous attirons l'attention de Santé publique France. Sur la mise en œuvre du cadre d'emploi des SOC stratégiques, la Cour des comptes a considéré que ce cadre d'emploi appelait des précisions en fonction notamment de ce qu'on appelle la cinétique des événements, de la rapidité et de l'ampleur des épidémies ou des événements sanitaires. La réponse ne peut pas être la même et doit être mieux graduée et mieux évaluée. Enfin, la question importante du maintien de la mission relative au stock stratégique au sein de SPF France ou pas. Fallait-il maintenir cette mission au sein de SPF ou pas? Donc cette question a bien sûr été posée. Nous ne proposons pas
de remettre en cause l'organisation retenue en 2016. L'agence n'est pas responsable, selon nous, du niveau des stocks à l'orée de la crise sanitaire, dans la mesure où elle agit comme un opérateur de l'État, pour cette mission-là en particulier. Donc, tant que l'agence est un opérateur de l'État, l'État reste responsable, in fine, de la gestion des stocks stratégiques. Nonobstant, nous proposons dans notre rapport d'élargir les compétences de SPF à la gestion des... nous proposons que SPF ait la faculté de s'autosaisir de la question de la gestion des stocks stratégiques pour émettre des recommandations à destination du ministère de la Santé. Sur la prévention et la promotion de la santé, nous constatons donc un budget en forte hausse qui est passé de 59 millions à 84 millions d'euros entre 2017 et 2021, hors dotation exceptionnelle. Et juste sur la question de la mission prévention et promotion de la santé. Cette forte augmentation est liée principalement à la campagne d'information sur les 1000 premiers jours et dans une moindre mesure aux actions sur les addictions. Les effectifs en équivalent temps plein sont nettement moins élevés, j'y ai fait référence tout à l'heure, que ceux, par exemple, de l'Office britannique. On a sur cette mission de prévention et promotion de la santé 72 équivalents temps plein chez SPF contre 1000 pour le britannique. Donc voilà, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur et c'est la raison pour laquelle il est extrêmement difficile et délicat surtout. Il faut être prudent quand on fait des comparaisons internationales. Nous constatons un continuum de santé publique qui est en cours de consolidation avec des campagnes sur la nutrition ou le tabac ou l'alcoolisme qui continuent. En revanche, nous avons constaté que certains champs n'étaient pas du tout investis ou pas assez par Santé publique France, notamment le champ de la santé mentale, l'établissement de programmes de formation à l'éducation pour la santé. Alors, on voit que les choses changent un petit peu, commencent à évoluer sous l'effet de la crise sanitaire, mais ces manques-là sont pointés dans le rapport. Nous pointons également un retard sensible dans l'identification et la promotion des actions qu'on appelle prometteuses ou probantes, alors que la demande existait bien antérieurement, avant la crise sanitaire. Donc, dès 2016, il était demandé, en effet, de mettre en œuvre des programmes objectivés par des données épidémiologiques probantes et des indicateurs pertinents, ainsi qu'un référentiel des actions probantes. Le constat que nous faisons, c'est qu'en réalité, très peu d'actions ont été conduites sur ce thème-là et peu d'actions probantes ont été identifiées. C'est la raison pour laquelle la Cour recommande dans son rapport d'enrichir et d'actualiser régulièrement le référentiel des actions prometteuses et probantes. Enfin, sur les services d'aide à distance en santé, téléphonie, site internet, etc., nous considérons qu'elles sont insuffisamment évaluées. En particulier, leur intégration dans les parcours de santé est insuffisamment évaluée. Sur la réserve sanitaire, donc nous avons développé toute une partie du rapport sur la réserve sanitaire qui a été mobilisée fortement pendant la crise, essentiellement d'ailleurs en faveur de l'outre-mer, comme vous le montre le graphique, en nombre de jours mobilisés. On voit l'augmentation très importante en 2020 et 2021 et surtout la part considérable de l'outre-mer dans cette mobilisation. Ce changement d'échelle entre les années pré-Covid et les années Covid a été facilité permis par l'évolution de la réglementation, puisque le plafond, la période d'emploi maximum de la réserve est passée de 150 à 180 jours, puis à 300 jours. Malgré cela, on constate que cet outil a été un peu dépassé par l'ampleur de la crise sanitaire Covid, dès lors que la pandémie était étendue à tout le territoire.
De surcroît, nous constatons que la gestion administrative de la réserve sanitaire est défaillante, en particulier, là aussi, du fait de systèmes d'information vieillissants. Et nous considérons que le cadre stratégique est à renouveler, mais dans une perspective interministérielle. Le cadre d'emploi doit être actualisé sur plusieurs points. Il date de 2013 et il ne correspond plus aujourd'hui aux besoins qui ont été identifiés. Une demande d'ailleurs avait été adressée en ce sens à Santé publique France dans le dernier COP et dans les priorités annuelles, mais elle n'a pas été satisfaite. C'est la raison pour laquelle la Cour fait une recommandation sur ce point et recommande d'actualiser le cadre d'emploi de la réserve sanitaire selon une vision plus interministérielle des renforts humains en période de crise sanitaire. Nous avons également regardé la trajectoire budgétaire très rapidement. Donc la situation financière hors Covid globalement confortée. Un basculement des dépenses budgétaires vers un financement ONDAM, donc depuis la loi de financement de la sécurité sociale de 2020, qui a permis, pendant la pandémie notamment, de réviser à plusieurs reprises les enveloppes exceptionnelles sans passer par une LFR. Nous considérons qu'il faudra néanmoins une information suffisante du Parlement au moment de la loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale. Donc rendez-vous en 2023. Nous considérons en effet qu'il y a aujourd'hui, par rapport à la situation où le financement était essentiellement budgétaire, une perte d'information financière pour le Parlement que nous regrettons. Notamment la différence, enfin nous pointons la différence entre ce qui figurait dans le jaune opérateur et ce qui figure aujourd'hui à l'annexe 8 du PLFSS. Et donc nous recommandons de produire dans l'annexe 8 au PLFSS les mêmes informations financières que celles qui figuraient dans le jaune budgétaire auparavant et qui manquent aujourd'hui, comme le nombre d'emplois, comme le niveau de trésorerie, comme la surface du parc immobilier occupé et quelques autres indicateurs qui ont disparu au passage avec le financement ONDAM et l'annexe 8 au PLFSS. Nous constatons une progression continue des concours publics, toujours hors enveloppe exceptionnelle, passé de 159 millions en 2017 à 248 millions en 2021. Les gains d'efficience, alors la question avait été posée et nous avons regardé ce point-là, essayant de mesurer l'efficience, les gains d'efficience permis par la fusion des 4 organismes dont résulte la création de SPF. Ils sont difficiles à objectiver dans la durée, donc nous n'avons pas d'éléments particulièrement saillants et probants à montrer en la matière. Sur les enveloppes exceptionnelles qui en cumulé représentent 12,8 milliards d'euros, avec un reste à payer de 2,4 milliards d'euros à mai 2022, essentiellement consacré à l'acquisition d'équipements de protection individuelle et de médicaments de réanimation et ensuite de vaccins quand le vaccin est apparu. Nous critiquons le recours à plusieurs fonds de concours financiers pour financer certaines dépenses de l'État. En cumulé sur 2020-2022, c'est ainsi 1,8 milliard d'euros. Donc, d'enveloppes exceptionnelles financées sur fonds de concours et nous recommandons à nouveau de mettre en extinction les fonds de concours destinés au financement d'achats liés à la crise sanitaire et de les financer par des crédits budgétaires. Slide 9. Voilà, l'évolution de l'organisation sous forme d'un schéma qui sera plus parlant que de long développement. On voit une réorganisation de l'agence.
des réorganisations, en particulier liées à la crise Covid, qui ont montré la capacité d'adaptation et une certaine souplesse d'organisation. Nous regrettons toutefois que l'agence ait besoin, nous constatons, mais d'un prestataire pour l'élaboration du plan de continuation d'activité, qui est pourtant un document obligatoire de longue date, un document stratégique, compte tenu des missions confiées à l'agence en particulier, et qui aurait dû être élaboré depuis longtemps. Donc ce point-là ressort de notre rapport, de même que le recours à plusieurs prestataires externes pour la gestion des stocks et plus généralement la logistique liée aux équipements de protection individuelle et aux vaccins. Sur la gestion des ressources humaines, elle est perfectible. On a une maîtrise de l'effectif malgré tout, malgré quelques dépassements répétés de plafond d'emploi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la comparaison est délicate avec d'autres opérateurs étrangers. Elle est délicate également avec d'autres... elle est délicate avec les autres opérateurs étrangers. Mais les chiffres que je vous ai donnés sont tout de même éloquents. Entre les 72 et les 1000 que j'évoquais tout à l'heure. Donc, il reste à parfaire la gestion des emplois et à élaborer des parcours professionnels pour les salariés. Sur les systèmes d'information, nous constatons que les progrès ont été limités depuis la création de l'agence, alors que l'enjeu est évidemment central pour SPF, notamment pour la veille et la surveillance sanitaire. Donc il y a là des enjeux importants de modernisation et d'interopérabilité des systèmes d'information qui étaient signalés depuis 2016. Nous avons constaté aussi une faiblesse dans la priorisation des chantiers, avec des retards d'exécution dans les chantiers qui ont conduit donc à l'obsolescence de nombreuses parties du système d'information aujourd'hui de SPF. Et nous recommandons d'adopter rapidement un schéma directeur des systèmes d'information et d'assurer la déclinaison opérationnelle en priorisant plus finement les projets associés, en définissant la cible à atteindre et en élaborant les modalités de suivi. Et nous pointons le risque d'indisponibilité des systèmes d'information qui existe si rien n'est fait. Sur la stratégie, nous considérons qu'elle reste à clarifier. Les attentes en matière de santé publique sont à clarifier. Sur deux points en particulier, nous attirons l'attention sur le fait que le COP a été adopté tardivement, c'est-à-dire près de 2 ans après la création de l'agence, malgré une phase de préfiguration, et que ce COP contribue très imparfaitement au pilotage de l'agence avec des indicateurs qui sont insuffisamment précis. Il contient 22 objectifs, au demeurant non directement rattachables aux objectifs du programme 204, et cette faiblesse reflète l'absence d'objectifs nationaux pluriannuels du plan national priorité prévention. Donc on ne constate ce qu'on constate chez SPF n'est que la déclinaison de ce qu'on constate au niveau du ministère de la Santé. La démarche de performance donc est à améliorer. On a aujourd'hui une absence de trajectoire d'amélioration de l'efficience, malgré l'attente de synergie depuis la fusion des 4 agences ayant donné naissance à SPF. Nous avons constaté un foisonnement de programmes, peu propice à un pilotage efficient. Dans les différents domaines, nous avons plusieurs programmes. Des programmes de travail qui sont adoptés, certes, en conseil d'administration, mais qui ne sont pas corrélés au contrat d'objectifs et de performance, et des programmes de travail qui ne sont pas priorisés par rapport aux enjeux sanitaires. Donc, une réorientation de cette programmation est en cours depuis 2020, mais elle est à affiner et à décliner de manière plus opérationnelle. Et nous recommandons d'intégrer dans le prochain contrat d'objectifs et de performance des objectifs et des indicateurs d'efficience chiffrés. Enfin, j'en aurai bientôt terminé. La gouvernance, nous considérons que
le conseil d'administration n'a qu'une faible impulsion sur le pilotage stratégique de l'agence et nous le regrettons. Le conseil d'administration n'a pas participé à l'élaboration du contrat d'objectifs et de performance. Il l'a validé, certes, mais il n'a pas participé à son élaboration. Et il y a peu de débats en conseil d'administration sur les orientations stratégiques de SPF. Il y a une prédominance de délibération sur des sujets budgétaires ou sur des questions administratives, mais la stratégie elle-même est singulièrement absente des débats du conseil d'administration. Le conseil scientifique joue quant à lui un rôle effectif mais incomplet. Et le comité d'orientation et de dialogue reste très discret. Et c'est un peu un rendez-vous manqué avec l'agence. Enfin, dernière slide, sur les relations avec la tutelle et les ARS, elles sont à conforter et à prioriser. Nous avons pointé une insuffisante hiérarchisation des missions par le ministère de la Santé. Nous avons constaté, par exemple, un quadruplement du nombre de demandes de la DGS entre 2019 et 2022, qui sont passées de 20 demandes faites à SPF à 88, sans priorisation entre elles. Et dans le même temps, le ministère demande à SPF de prioriser ses activités, mais sans prioriser lui-même ses demandes à SPF. Donc on voit bien qu'il y a une clarification, une priorisation à faire, à la fois côté ministère de la Santé et côté SPF. C'est la raison pour laquelle la Cour recommande d'assortir les programmes annuels de travail d'une estimation chiffrée des moyens humains et budgétaires et de propositions de priorisation liées au degré de sévérité ou de létalité des maladies. Sur la formulation des recommandations par SPF, nous considérons que l'expertise est trop peu utilisée. L'expertise est partagée avec d'autres structures, comme le Haut Conseil de la Santé publique, comme l'ANSES, l'INCa ou la NASM. Mais elle est insuffisamment mobilisée par les pouvoirs publics. Le comité d'animation du système d'agence a un rôle extrêmement limité et il peine à exister. Finalement, entre des relations bilatérales entre les agences, relations bilatérales qui ont été confortées d'ailleurs par la crise sanitaire, et puis les travaux confiés au HCSP, le comité d'animation interagence a peine à trouver sa place. Enfin, sur l'articulation entre les cellules régionales de Santé publique France et les ARS, nous considérons qu'il n'y aurait pas de plus-value évidente à rattacher les cellules régionales de SPF France, de SPF, aux ARS. Autrement dit, l'avis même ou les avis même des directeurs d'ARS, directeurs généraux d'ARS rencontrés par l'équipe de contrôle sont très partagés sur cette question-là et nous considérons, nous, que le statu quo en la matière est préférable à l'expérimentation d'un rattachement dont il n'est pas sûr qu'on pourrait attendre une plus-value. Voilà, pardon, j'en ai terminé, je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Je vous demande à tous un petit peu d'attention et un petit peu de silence parce qu'il y a une espèce de bruit de fond assez désagréable. Je donne la parole maintenant à Madame Marie-Anne Jacquet, directrice générale par intérim de Santé publique France. Merci Madame. Merci. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénatrices et sénateurs. Je me propose peut-être de répondre aux quelques points saillants qui viennent d'être, si vous le voulez bien, qui viennent d'être présentés par la Cour des comptes, sans prétendre évidemment à l'exhaustivité. Peut-être un point de rappel au préalable. Donc j'assure l'intérim de la Direction générale de Santé publique France depuis que le professeur Geneviève Chen, donc professeur de santé publique, a achevé son mandat donc le 30 octobre dernier. Un mandat très riche, vous le savez, depuis qu'elle a pris ses fonctions fin 2019.
puisqu'elle a de fait connu la deuxième partie de l'histoire de l'agence, soulignée par la Cour, qui est celle de la gestion d'une pandémie exceptionnelle. Même si je constate que les conseils de la Cour portent aussi, ce qui est intéressant, sur l'agence également avant la crise, à partir de 2016. Et moi-même, j'ai rejoint l'agence comme directrice générale adjointe en avril 2020. Peut-être très rapidement, et après on sera disponible pour répondre à vos questions évidemment. Si je commence par la question de la stratégie et de la priorisation, qui revient dans les propos de la Cour et dans le rapport, je voulais souligner qu'on travaille évidemment de concert avec la Direction générale de la santé et le ministère pour développer une priorisation peut-être plus explicite qu'elle ne l'est, si on suit le rapport, sur les priorités de l'agence. Je crois que le rapport le souligne. Il y avait certes 28 programmes au début, des programmes foisonnants. Néanmoins, la Cour, dans son rapport, le souligne aussi. On a quand même, dès 2020, la Direction générale, et en parallèle de toutes ces missions qui l'ont monopolisé sur la gestion de la crise, a entrepris un travail de resserrement de tout son programme autour de 6 enjeux, au lieu de 26 programmes auparavant, avec la nécessité de relier ces priorités de santé publique au fardeau des maladies. Puisqu'on agit, vous le savez, avant tout sur les principaux déterminants de santé qui sont bien connus et qui demeurent universels et qui sont le tabagisme notamment, la consommation excessive d'alcool, le défaut d'activité physique ou avant même la mauvaise alimentation. Et donc c'est dans ce continuum que nous sommes inscrits et toute l'activité de l'agence est centrée, en tout cas beaucoup, sur ces déterminants de santé. Je tenais à le souligner parce que ça montre quand même le continuum qui a été souligné par la Cour entre nos missions de surveillance et celles de prévention et de promotion de la santé. Toujours sur le cadre stratégique de l'agence, cela a été évoqué. Nous travaillons évidemment à un nouveau COP, contrat d'objectifs et de performance, pour 2023 et les 5 ans qui suivent. Et nous l'avons d'ailleurs partagé avec les rapporteurs de la Cour. Nous souscrivons évidemment totalement à l'objectif d'avoir un COP, cette fois-ci, qui soit fondé sur des objectifs opérationnels et des indicateurs chiffrés. Je pense que c'est une préoccupation et fondée également sur la nouvelle stratégie nationale de santé. Et c'est dans ce sens que nous travaillons avec le ministère et la Direction générale de la santé. Peut-être en ce qui concerne plus précisément donc les 3 volets de mission qui ont été abordés. Donc sur la surveillance de l'état de santé des populations, je voulais peut-être préciser à la lecture du rapport que l'agence est également très présente, c'est peut-être moins décrit, mais sur toutes ces missions de surveillance, également sur les expositions environnementales, professionnelles, les maladies chroniques non transmissibles. Et en ce sens, voilà, l'agence est quand même très présente avec une expertise interne qui est extrêmement développée, qu'il ne faut pas oublier. On produit énormément de rapports, d'études, d'articles scientifiques et de bulletins également épidémiologiques, comme vous le savez. En ce qui concerne la prévention, promotion de la santé, peut-être un point rapide sur ce qui a été dit. Évidemment, nous souscrivons totalement à la nécessité, c'est ce qu'on a réactionné, de développer le référentiel des actions prometteuses et probantes. Il a été effectivement un petit peu retardé, mais je me permets de le signaler aussi parce que nous avons eu en 2020, 2021 et début 2022 une activité que vous n'ignorez pas extrêmement présente sur la gestion de la crise Covid. Et donc, en ce qui concerne ce référentiel des actions prometteuses et probantes, un comité d'experts a été nommé et on se doit évidemment de mettre à disposition des actions évaluées scientifiquement, qui soient faciles à déployer sur le terrain pour aussi soutenir de manière très pragmatique la priorité accordée par le gouvernement à la prévention. Peut-être un point également sur des priorités. Je reviens sur la prévention et promotion de la santé. Vous soulignez, Madame, un continuum qui a été constaté, mais qui est en cours de consolidation entre la PPS et la surveillance. Vous citez aussi la santé mentale. Alors, je me permets quand même de préciser que la santé mentale, elle a quand même été
vraiment mis en avant par la Direction générale de Santé publique France en 2020. On a quand même alerté les autorités sur l'importance de ce sujet, notamment dans un contexte de pandémie qui aura un impact important. L'étude Covid-Prév, elle est sortie dès mars 2020. On a sorti évidemment beaucoup, publié de bulletins sur ce sujet. Et vous le savez aussi, on a lancé en partenariat avec l'Éducation nationale une enquête très attendue, l'enquête ENABI, sur la santé mentale et le bien-être des enfants, notamment de 3 à 11 ans par exemple, qui est une enquête assez inaudite en France, puisque c'est une classe d'âge qui n'était pas jusqu'ici forcément approchée, en France en tout cas, dans cette approche. En ce qui concerne les services d'aide à distance en santé, la Cour souligne qu'ils sont insuffisamment évalués. Là aussi, je me permets de souligner que ces services d'aide à distance en santé, ils ont été évalués en 2018-2019. D'autres évaluations étaient prévues, programmées, 2020-2021. Néanmoins, vous n'ignorez pas que les services d'aide à distance en santé, que ce soit ceux qui soient portés par Santé publique France ou soutenus par Santé publique France, ont été extrêmement mobilisés, se sont adaptés en 2020-2021 pour venir apporter une aide nécessaire aux populations et aux personnes isolées, impactées par la crise en isolement, avec beaucoup de démarches qui ont été conduites pour adapter les actions à conduire, les chats, les sites internet. Et je pense que c'est une action qu'il faut aussi saluer, qui a été utile, en tout cas on l'espère, dans la crise. En ce qui concerne la réserve sanitaire, cette fois-ci, là aussi quelques mots rapides. On souscrit évidemment à tous les constats. On a contribué avec le ministère donc, à réfléchir à une refonte non pas seulement de la réserve sanitaire, mais en tout cas une évolution de l'ensemble du cadre de l'emploi, des renforts humains nécessaires en cas de crise et pas seulement. Ce que l'on peut dire, c'est que, vous le savez, elle a changé totalement d'échelle. La réserve sanitaire, elle a été conçue comme étant un mécanisme vraiment subsidiaire. Et un des points structurels qu'il nous faut aborder tous avec le ministère, c'est que, ça a été dit aussi, elle a quand même pour caractéristique de puiser dans ces viviers de renforts, de trouver des renforts dans un vivier de professionnels de santé qu'elle est censée soutenir. Et donc, quand il y a un défaut structurel de certains professionnels qui sont mobilisés sur la crise, par définition, il est difficile de trouver les réanimateurs de la réserve nécessaires pour venir la renforcer. Et pour terminer sur le sujet de la réserve sanitaire, évidemment, il faut réfléchir à un cadre plus global sur l'ensemble des renforts humains à apporter, selon les situations et les cas types, selon qu'on est dans une situation nationale ou au contraire régionale. Et évidemment, les systèmes d'information sont très importants et j'y reviendrai tout à l'heure. En ce qui concerne la gestion des stocks stratégiques, là aussi, je pense que ce n'était pas l'objet principal du rapport de la Cour, mais vous n'ignorez pas évidemment l'importance de cette activité pour Santé publique France en 2020. C'est 4,5 milliards de masques commandés, distribués pour plus de 2 milliards partout sur le territoire national. C'est 1,8 milliard d'autres équipements de protection individuelle qui ont été stockés, achetés. Ce sont des nouveaux médicaments de réanimation qui ont été, ou traitements innovants, qui continuent d'être distribués jusqu'à la maille la plus fine. Et c'est évidemment toute la logistique vaccinale avec l'acquisition, l'achat, la distribution. Jusqu'ici, on a distribué plus de 190 millions de doses de vaccins Covid jusqu'aux mailles les plus fines du territoire, avec un portail de commande auprès de tous les professionnels de santé et dans des conditions logistiques pharmaceutiques que vous connaissez, qui sont très particulières, avec du froid négatif sur les ARN messagers. Et je voudrais aussi souligner le continuum nécessaire entre cette gestion des stocks et nos compétences épidémiologiques, qui a toujours été très présente au quotidien dans la crise, même dans les crises, puisqu'on l'a vu aussi quand on a dû répondre, notamment cet été, à la variole du singe et à la crise du MKP. Et évidemment, nous avons partagé avec la Cour et le ministère la nécessité de rénover le cadre d'emploi de ce stock stratégique, qui doit évidemment être une réflexion, là aussi, collective, impliquant plusieurs acteurs, ce que l'on a commencé à faire. Peut-être sans être trop longue, je pense que vous avez... Oui, les systèmes d'information, peut-être. Je voudrais insister sur les systèmes d'information. C'est vrai qu'on avait des... Alors, le rythme de modernisation des systèmes d'information est souligné comme étant insuffisant. Alors, je n'étais pas personnellement là à la première période de l'activité de l'agence. Je voudrais quand même souligner que la fusion de 4 structures préexistantes de nature très différente
est quand même quelque chose qu'il faut pouvoir travailler. Hein. Et ça a été un gros travail des équipes à la création de l'agence pour pouvoir cartographier, homogénéiser, unifier ces systèmes d'information. L'infogérance a été réalisée également avant la crise. Et ensuite, il est vrai qu'on a eu des systèmes d'information qui se sont avérés obsolètes, qu'on a modernisés assez vite. Je dois le souligner que la crise sanitaire a été de la Covid a été quand même un accélérateur et un catalyseur énorme pour pouvoir moderniser ces systèmes. Et voilà, et les crédits budgétaires nous ont aussi été alloués. Hein. Maintenant, on peut avoir modernisé l'outil de la réserve sanitaire, on peut moderniser aussi les outils de l'établissement pharmaceutique. On peut moderniser aussi Sursaut, le fameux système de surveillance qui a été cité par la Cour et qui effectivement qu'il est indispensable de moderniser. Et au-delà de ça, je voudrais appeler votre attention sur l'impérieuse nécessité effectivement de capitaliser sur des systèmes de surveillance réactifs. Je pense que c'est l'un des enseignements majeurs de la gestion de cette pandémie. On a besoin de systèmes de surveillance qui soient réactifs, opérationnels et qui impliquent tout le monde. C'est-à-dire que c'est un système de surveillance qui doit capter assez précocement des données au plus près de là où sont ces données, c'est-à-dire dans les services de réanimation des hôpitaux, par exemple, dans les établissements médico-sociaux. Et il y a eu des grandes réussites pendant la crise, comme CIDEP, comme Vaxi. Et je pense qu'on a tous, évidemment, un devoir de pouvoir pérenniser, capitaliser ces systèmes qui concernent évidemment plusieurs acteurs, et pas seulement l'Agence sanitaire de Santé publique France. Je vous remercie. Merci, Madame la directrice. Pour terminer, nous entendons Madame Catherine Grenier, directrice des assurés de la Caisse nationale d'assurance maladie, financeur de l'agence. Madame la Présidente, Messieurs et Mesdames les sénateurs et sénatrices, d'abord je voulais vous remercier pour l'invitation de l'assurance maladie et puis vous excuser notre représentation partielle puisque la direction des finances n'a pas pu être présente. Donc moi je suis la directrice des assurés, je vais pouvoir vous parler de la collaboration que l'assurance maladie a avec Santé publique France sur des aspects à la fois épidémiologiques et en prévention, promotion de la santé. Donc d'abord, déjà se mettre bien sûr en lien avec ce qui a été dit sur les systèmes d'information de la crise et tous les travaux qui ont pu être réalisés sur le contact tracing, sur le criblage des différents virus qui ont été réalisés en collaboration entre les deux institutions, pardon. Et puis, plus généralement, un certain nombre de projets thématiques ou populationnels sur lesquels nous travaillons collectivement, à la fois dans le cadre du Fonds de lutte contre les addictions avec une convention importante entre le Santé publique France et la CNAM sur le marketing social, avec des applications en particulier sur le tabac, mais sur également d'autres facteurs comportementaux de risque. Les travaux sur les dépistages des cancers, sur lesquels nous travaillons sur les mesures de taux de couverture, de taux de participation dans une coordination soutenue avec Santé publique France, et on participe ensemble au comité stratégique qui est mené par la Direction générale de la santé. Sur la grippe, où l'assurance maladie est en charge des campagnes, on a une participation au comité de pilotage de Santé publique France, et la collaboration se fait aussi sur les mesures de taux de couverture vaccinale. De la même façon, c'est un petit peu des allers-retours entre les deux institutions. Sur les autres vaccinations, la CNAM se fait le relais des campagnes de communication de Santé publique France. Sur les différents gros sujets, je ne vais pas tous les citer ici, mais les 1000 premiers jours, la stratégie jeune, l'antibiorésistance, les travaux sur les gestes barrières et aujourd'hui les gestes universels. Il y a aussi ces collaborations entre
entre les deux institutions. Il y a un volet recherche à ces collaborations également, avec les travaux sur la cohorte Constance, les études Entraide sur le diabète, les études qui sont réalisées sur l'avancée en âge, notamment sur la mortalité en EHPAD ou sur les hospitalisations spécifiquement pour syndrome gériatrique. Un certain nombre d'autres sujets, comme les maladies cardiovasculaires, sont également abordés. Et puis peut-être insister aussi sur l'enjeu de communication sur lequel un relais se construit bien, nous semble-t-il, entre les campagnes de Santé publique France et ce que l'assurance maladie peut faire, à la fois porter au niveau du grand public via ses outils type Amélie ou compte assuré précisément, vis-à-vis des professionnels de santé également, puisque nous avons la possibilité d'adresser des messages à tous les professionnels de santé, et puis peut-être plus spécifiquement sur les enjeux de prévention, le travail que nous faisons dans les centres d'examen de santé avec les outils de Santé publique France qui sont aussi utilisés vis-à-vis des assurés qui viennent en consultation dans les centres d'examen de santé et des professionnels de santé sur cette spécificité. Les travaux d'ailleurs qui sont réalisés aujourd'hui, qui sont en cours sur les rendez-vous de prévention aux âges de la vie, contribuent à cette collaboration et les travaux s'appuient notamment sur le site qui a été développé par Santé publique France sur le bien vieillir. Et donc le sujet va être de voir comment on articule ces auto-évaluations qui peuvent être à disposition du grand public et la manière dont on les invite à participer à ces rendez-vous de prévention. Voilà ce que je pouvais dire. Merci, Madame la directrice. Nous avons une inscription, une demande de prise de parole pour l'instant. Monsieur... Ça fait 3. Ah oui, pardon. La première, Madame Corinne Imbert, rapporteure pour la branche maladie. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente de la Cour, Mesdames les directrices. Ça commence en musique, trop fort. Bon, ça va peut-être être... Mes propos vont peut-être... Bon... Tu connais pas bien tes collègues. Donc mes propos vont peut-être un peu plomber l'ambiance, mais qui démarrait bien, il faut le reconnaître. Oui, parce que ce rapport, Madame la Présidente, me laisse un peu sur ma faim. En effet, la Cour ne formule aucune recommandation explicite en matière de gestion de stock stratégique, d'adossement à la recherche, ni en matière de gouvernance, ni en matière de mobilisation de l'expertise par des pouvoirs publics. Comment, j'allais dire, expliquer cette timidité ? Vous le dites vous-même, la stratégie reste à clarifier. La Cour ne tranche pas non plus le débat relatif à la présence territoriale de l'agence et à la territorialisation de la veille sanitaire. Excusez-moi, puisque vous désapprouvez implicitement la proposition faisait le rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur la gestion de la crise Covid relative au rattachement aux ARS des cellules territoriales de SPF. Vous prenez le statu quo. Pouvez-vous préciser la position de la Cour sur ce point et les échanges que vous dites dans le rapport avoir eu avec les directeurs généraux des ARS? Une remarque sur la réserve sanitaire, puisque vous évoquez une réserve sanitaire au cadre à rénover. Alors, je crois que nous étions un certain nombre de sénateurs inquiets de la fusion des 4 agences, dont les Prus, au moment de la création de Santé publique France. Et votre affirmation, une réserve sanitaire au cadre à rénover, n'est-ce pas la simple conséquence, justement, de la fusion des 4 agences, dont les Prus, au moment de la création de SPF? Je crois que c'était une de nos craintes à l'époque. Malheureusement, la crise est passée par là et n'a révélé que les inquiétudes que nous avions à l'époque.
Vous mentionnez également un recours à des prestataires pour la gestion des stocks et la logistique. Avez-vous une idée du coût de ce recours aux prestataires pour ces 2 points? Madame la directrice, c'est vrai que vous avez noté que l'état des stocks stratégiques n'était pas l'essentiel du rapport, mais en cas de crise, vous le savez bien, c'est quand même une inquiétude de nos concitoyens et ce qui nous préoccupe, nous, en tant que sénateurs. Juste également par rapport à vos propos, je souscris évidemment au fait que SIDEP a bien fonctionné. Vous avez été assez réactif sur la création de ce système et ça fonctionne bien. J'ai noté également, et je m'écarte du rapport, mais c'est par rapport, et j'y reviendrai, mais par rapport aux interventions, notamment de l'assurance maladie, sur la bonne collaboration entre la CNAM et SPF. Heureusement, j'allais dire, le comble serait de constater le contraire, alors que la sécurité sociale finance l'agence. Alors, si je reviens au rapport, sur l'autonomie de l'agence et sa relation avec la tutelle, pourriez-vous, s'il vous plaît, Madame la Présidente de la Cour, préciser à qui vous estimez que devrait incomber le pilotage stratégique de SPF ? Bon, le rapport souligne bien qu'il s'exerce sur des missions de nature différente, lesquelles requièrent plus ou moins de capacité décisionnelle de son conseil d'administration. En matière de gouvernance de la politique de santé, quelles conclusions faut-il en tirer sur les missions de Santé publique France, voire sur la place de l'agence dans le paysage administratif et institutionnel? Une nouvelle répartition des missions avec les autres agences est-elle souhaitable? Sur les comparaisons avec les homologues étrangers de Santé publique France, vous le notez, elles sont difficiles à faire. Un ou plusieurs modèles étrangers, néanmoins, ne se dégagent-ils pas des observations de la Cour au fil de son enquête? Enfin, une question semble absente du rapport, et elle concerne la déontologie, la gestion des conflits d'intérêts. L'une des premières observations faites par Santé publique France elle-même à la mission d'information de la Commission des affaires sociales sur la lutte contre l'obésité a été en forme d'avertissement pour préciser que l'industrie du sucre, comme celle du tabac, et je cite, a orienté des recherches pour instiller le doute sur la dangerosité de leurs produits et a vanté les avantages de l'autorégulation. Les stratégies d'influence sont les mêmes, quels que soient les secteurs. La Cour s'est-elle penchée sur les moyens par lesquels SPF peut contribuer à assainir l'expertise scientifique? Voilà, je m'arrêterai là et je vous remercie toutes les 3 pour vos interventions. Merci. Madame Le Houerou, en remplacement de Madame Elisabeth Doineau, rapporteure générale. Merci Madame la Présidente. Effectivement, j'interviens en préalable des travaux que nous devons conduire avec Elisabeth Doineau, rapporteure générale, et en son absence. Je porte donc ces interrogations. Ces questions s'inscrivent dans la suite d'initiatives que le Sénat a prises dans le cadre des derniers PLFSS en matière de dotation de la sécurité sociale à d'autres organismes. Comme cela a été rappelé, les dotations de la sécurité sociale à Santé publique France, effectuées au moyen d'arrêtés ministériels, ont été un véhicule privilégié pour les dépenses publiques en réponse à la crise sanitaire. Non seulement en 2020, quand la crise a surpris tout le monde, mais aussi les années suivantes. La Cour des comptes semble montrer dans son enquête une certaine compréhension pour ce procédé, les arrêtés ministériels, voire pour le procédé ayant consisté à reverser une partie significative de cette dotation de l'État au travers de fonds de concours. Pourriez-vous préciser en quoi ces crédits présentaient une nature différente de ceux qui émanaient de l'État et qui ont donné lieu à de multiples collectifs budgétaires en 2020 et 2022 ? En quoi ne devait-il pas relever du principe d'autorisation des dépenses publiques ? De manière générale, au vu de la nature des missions et des dépenses de Santé publique France, vous semble-t-il cohérent que les dotations respectives de l'État et de la Sécurité sociale à Santé publique France, toutes deux prévues par la loi, soient respectivement donc de 0% pour l'État et 100% pour la Sécurité sociale? Quelle pourrait être une clé de répartition plus logique? La modification de l'identité du financeur en 2020, Sécurité sociale au lieu de l'État, s'est-elle traduite par une modification de la gouvernance de Santé publique France? Comment se répartissent les rôles entre l'État et la sécurité sociale en matière de gouvernance et de décision?
Aux yeux de la Cour, ne devrait-il pas y avoir un lien entre financeurs et décideurs ? Et puis j'avais une question à titre plus personnel. On a parlé des stocks de protection individuelle, du renouvellement des stocks. Alors je ne sais pas si ça relève de la Cour des comptes, mais lors de la crise Covid, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des difficultés d'approvisionnement et que par exemple pour les masques, il y avait en quantité, mais il y avait aussi en approvisionnement. Beaucoup d'entreprises françaises se sont développées pour produire des masques. On constate aujourd'hui qu'elles sont en difficulté et que nous sommes inondés de masques venant de Chine et d'ailleurs. Donc, quid de la préférence nationale et quelle position peut avoir Santé publique France pour garantir que lorsque demain nous aurons à nouveau une crise avec des barrières internationales, la production française pourra assurer la production de masques. Merci, je prends cet exemple. Merci. Je vous propose, Madame la Présidente, de répondre tout d'abord à nos deux rapporteurs, avant de donner la parole à nos collègues inscrits. Merci Madame la Présidente. Alors sur la première question de Madame Imbert, alors question gigogne, sur le fait que nous n'ayons pas formulé de recommandations explicites sur les stocks stratégiques, sur la gouvernance, sur l'organisation territoriale, etc. Nous n'avons pas fait de recommandations. En revanche, nous avons détaillé dans le rapport un certain nombre de constats. Sur la gestion des stocks stratégiques, il faut mettre en balance l'intérêt de santé publique et la dépense publique qui en résulte. Il y a des arbitrages à prendre, notamment en matière de renouvellement des stocks, surtout des stocks d'équipements de protection individuelle. Au niveau de la dotation budgétaire de SPF qui doit en résulter, tout ça est entre les mains et doit être entre les mains du ministère de la Santé. C'est bien à l'État qu'il revient, c'est ce que je disais tout à l'heure dans ma présentation, d'être garant que le niveau des stocks stratégiques correspond aux besoins qu'il a identifiés face aux crises sanitaires. Quitte à en confier les aspects logistiques à un opérateur, en l'occurrence SPF. Et il sera intéressant d'ailleurs à cet égard de voir les recommandations et les propositions que fera Cécile Courrèges, qui a été donc missionnée pour la création d'une direction de préparation et de gestion des crises. Sur la gouvernance, la Cour, je l'ai dit tout à l'heure, considère que la composition du conseil d'administration de Santé publique France n'appelle pas de modification, mais elle regrette que le positionnement du conseil d'administration soit assez en retrait sur les questions stratégiques. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, donc je n'y reviens pas. Sur la territorialisation, là aussi j'en ai dit quelques mots. Nous avons donc eu des échanges, enfin l'équipe de rapporteurs a eu des échanges avec plusieurs directeurs généraux d'ARS et les avis sont partagés sur le rattachement ou pas des cellules territoriales de SPF aux ARS. Certes, le DG d'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est favorable. Ses homologues des pays de la Loire et des Hauts-de-France sont beaucoup plus nuancés sur la question. Et donc, ce qui est certain, c'est que ces cellules régionales doivent être à la fois présentes sur le terrain, et rester en lien fort et étroit avec SPF. Si ça peut fonctionner comme ça fonctionne aujourd'hui, nous considérons qu'il n'y a pas matière à une réorganisation systémique. Sur la réserve sanitaire, la Cour vous rejoint dans vos remarques sur le fait que la crise a révélé les craintes qu'on pouvait avoir auparavant. Le cadre d'emploi et de la réserve sanitaire est à revoir complètement. Les rémunérations qui sont allouées aux réservistes sont à revoir complètement. L'organisation est à revoir complètement. Et voilà,
on n'a pas on a une recommandation là-dessus, mais qui invite à une mise à plat complète par les pouvoirs publics de cet outil de réserve sanitaire qui a montré à la fois son utilité, sa grande utilité dans la crise sanitaire, mais également les grandes difficultés qui se sont posées pour l'activer et qu'elle soit à la hauteur des enjeux de la crise. Sur le prestataire de SPF sur la gestion des stocks, alors, nous mentionnons ce point dans le rapport. Le SPF donc, fait appel à un cabinet conseil pour un total de 7 millions d'euros, puisque la question a été posée de savoir combien ça avait coûté. Donc, c'est 7 millions d'euros. Et le marché le plus important a, lui, porté sur les prestations d'appui opérationnel, c'est-à-dire de logistique et de distribution de produits de santé pour 3,4 millions. Donc voilà les chiffres que nous avons. Alors, ce qui m'amène à vous informer de ce que... ça n'était pas au cœur du rapport que d'examiner les marchés conclus par le ministère de la Santé ou par SPF, avec des cabinets conseils notamment ou des prestataires au sens large. Le Sénat a publié un rapport assez complet sur la question et la Cour des comptes va prochainement publier également un rapport sur cette question du recours par l'État aux prestations de conseil. Dire que c'est le ministère de la Santé et pas SPF. Oui. Alors, alors, attendez, je suis un peu perdue. Voilà. Sur le pilotage stratégique de Santé publique France, alors on a bien, en termes d'organisation interne, on a un conseil d'administration. On a vu qu'il se penchait insuffisamment sur les questions d'orientation stratégique, mais on a un conseil d'administration qui est là pour décider. En termes plus larges, et notamment de dialogue avec l'État, c'est le ministère de la Santé qui porte la première responsabilité du pilotage stratégique, avec l'ADGS, bien sûr, l'ADSS pour ce qui a trait aux aspects budgétaires. Donc l'efficacité du pilotage stratégique, elle passe essentiellement et avant tout par une bonne coordination entre les instances de SPF et les grandes directions du ministère de la Santé concernées. Sur la gouvernance de la politique de santé, j'ai dit tout à l'heure un mot du CASA qui contribue très peu finalement à l'élaboration de la politique nationale de santé ou au choix d'orientation prioritaire dans le champ de la prévention, de la promotion de la santé. Pour autant, nous n'avons pas identifié à l'occasion de ce rapport de problématiques particulières de périmètre de compétences entre les agences, puisqu'il y avait cette question sous-jacente. Nous n'avons pas identifié de difficultés particulières. Sur les comparaisons avec les homologues étrangers de SPF, comme je l'ai dit, la création elle-même de Santé publique France a été inspirée par les modèles britanniques, américains et canadiens notamment. Pour autant, il a été difficile d'aller trop loin dans les comparaisons, tant le champ des compétences des uns et des autres sont difficilement comparables et tant était difficile l'accès notamment aux données de comptabilité analytique. Un point important quand même sur la différence entre SPF et ses homologues étrangers, c'est sur l'intégration ou pas de la recherche, des activités de recherche. On voit que chez les Allemands, par exemple, ou chez les Américains, on a des modèles avec des activités de recherche intégrées, ce qui n'est pas le cas de SPF.
c'est la raison pour laquelle il est fondamental que SPF conserve des liens forts avec le secteur de la recherche et que voilà, il y a une bonne articulation entre la recherche et SPF. Sur la déontologie, alors là aussi, ça n'était pas l'objet du rapport que de se pencher sur la question des conflits d'intérêts, même si c'est une question importante, bien sûr, dans l'expertise sanitaire. Et elle a été examinée par la Cour, cette question particulière du conflit d'intérêts, notamment dans l'expertise sanitaire, dans un rapport qui date un peu aujourd'hui, mais qui avait été remis à votre commission, et qui était un rapport de 2016. Mais comme il date un peu, c'est une question sur laquelle on reviendra sans doute assez rapidement. Mais donc, c'est la raison pour laquelle, en tout cas, on n'a pas creusé ce point particulier dans le rapport de SPF France, de Santé publique France, pardon, même si c'est un vrai sujet auquel on est extrêmement attentif. Sur les questions, alors, relatives aux dotations de l'État et de la sécurité sociale, donc le poids respectif de l'État et de la sécurité sociale à Santé publique France. On n'a pas d'incohérence. Le fait d'imputer le financement de SPF à la sécurité sociale plutôt qu'à, enfin, à l'assurance maladie plutôt qu'à l'État n'est en soi pas problématique selon nous, dès lors qu'il y a un financeur unique qui est sans doute préférable du point de vue de la simplicité des circuits budgétaires, enfin, des circuits financiers qu'on peut en attendre. Et après tout, oula, il y a une épidémie de Covid. Et sur l'incidence que ça pourrait avoir sur la gouvernance de SPF, là non plus, nous n'avons pas proposé de modification et nous constatons que ça fonctionne ailleurs. Par exemple, ça fonctionne pour la NSM, qui est dans le même schéma avec un financement assurance maladie et une gouvernance qui n'est pas celle de l'assurance maladie, et un président de conseil d'administration qui est nommé par l'État et qui d'ailleurs est auditionné par les commissions des affaires sociales des deux assemblées. Donc rien ne nous gêne là-dedans dans le principe d'un découplage entre financeurs et décideurs. Au fond, ce découplage, il est fait dans de nombreux domaines. On pourrait dire la même chose sur la politique hospitalière. Les hôpitaux relèvent d'un financement assurance maladie et pourtant ils relèvent bien. Enfin, la politique hospitalière relève bien de l'État. Donc voilà, ça nous semble pas poser un problème en tant que tel, dès lors que tout ça est bien organisé et coordonné. Questions qui ont été posées également. Sur le renouvellement des stocks, je laisserai plutôt Madame Jacquet répondre. Là, il me semble avoir fait le tour des questions. J'espère ne pas en avoir oublié. Parfait, Madame. Merci, Madame la Présidente. Madame Jacquet. Oui, merci, Madame la Présidente. Peut-être pour vous répondre, Madame la rapporteure, sur la question spécifique qui m'était adressée sur le renouvellement des stocks et notamment, si j'ai bien compris, la question des achats de masques dans le cadre d'une souveraineté nationale française. Madame Le Houerou, c'est pour vous.
Et peut-être pour vous répondre commencer par vous répondre sur la question spécifique des masques. Alors évidemment, on renouvelle le stock stratégique État de manière continue sur l'ensemble de ces produits, pas seulement en réponse d'ailleurs à la pandémie de la Covid, mais face à tous les risques identifiés. En ce qui concerne donc les masques de protection et votre question, nous avons donc acquis un nombre de masques déjà très important, qui est encore dans nos stocks, mais nous avons lancé donc récemment, sur demande du ministère, un appel d'offres pour acquérir 200 millions de masques, à la fois chirurgicaux et FFP2, pour renouveler ce stock. Et dans ce cadre, nous avons évidemment cette préoccupation de pouvoir avoir d'une part plusieurs fournisseurs, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement aussi, et donc de sécurité sanitaire, et évidemment en proximité également, ce qui rejoint votre questionnement sur la capacité à s'appuyer sur les forces de production françaises qui se sont développées pendant la crise. Et donc pour cela, nous avons évidemment respecté toutes les orientations réfléchies y compris par le ministère des Finances, pour pouvoir, dans le respect de la commande publique, qui s'impose à nous en tant qu'opérateurs de l'État, effectivement renforcer cette dimension. Donc ça veut dire concrètement qu'on a appliqué un critère prix de 20% seulement dans l'ensemble de la notation, que évidemment on va respecter le cas de la commande publique, qui évite tout dumping, et puis on a évidemment toutes les clauses de responsabilité sociale et environnementale qui sont dans ces marchés, et on a opéré auparavant un sourcing assez complet auprès des entreprises, et qui ont répondu d'ailleurs de manière très, très constructive. Peut-être, si vous me le permettez, sur les quelques autres points qui ont été soulignés, je voulais peut-être intervenir sur les cellules régionales, puisque la question a été posée. Je voudrais quand même souligner que les cellules régionales, c'est la représentation dans les territoires, comme ça a été dit, de l'Agence de Santé publique France, qui est donc l'Agence nationale de santé publique. Et je pense que c'est aussi, cette organisation, c'est le garant d'avoir une Agence nationale de santé publique forte et surtout une unité dans nos méthodes de surveillance et d'investigation. Pour être plus concrète, elles font partie de l'agence parce qu'elles appliquent les méthodes de référence scientifiques nécessaires au suivi de l'épidémiologie, et on ne pourrait pas accepter, par exemple, que le taux d'incidence ou de prévalence d'une maladie ou bien d'une émergence soit calculé différemment en Hauts-de-France, en Bourgogne-Franche-Comté ou en Bretagne. Et donc ce rattachement à Santé publique France, c'est aussi la garantie d'une méthode scientifique de surveillance qui soit homogène dans tous les territoires. Ensuite, évidemment, elles sont là et elles fonctionnent de manière matricielle avec les ARS pour pouvoir apporter un éclairage au regard des besoins territoriaux. Et les ARS sont demandeuses aussi d'un éclairage particulier vu les spécificités de leur territoire. Et c'est là qu'il y a une dimension spécifique des cellules régionales. Et puis peut-être enfin sans être trop longue, sur les recours aux prestataires. Alors la Direction générale de Santé publique France a eu l'occasion d'être auditionnée dans cette enceinte, devant la mission sénatoriale sur le sujet. Comme ça a été dit par la Cour, nous avons eu recours à des prestataires, mais de logistique purement opérationnelle, je tiens à le dire, qui n'étaient absolument pas dans le pilotage stratégique et qui nous ont aidés à faire notamment très concrètement des études de réseau pour redéployer tout le réseau logistique. C'était des gens très techniques. Par exemple, vous savez qu'en 2020, on a dû quand même ouvrir jusqu'à 23 plateformes en urgence avec des études de réseau logistique très pointues à conduire. Pour un établissement pharmaceutique, je le rappelle, qui comptait 10 personnes. 10 personnes plus 2 personnes mobilisées sur les achats. Évidemment, nous avions d'autres renforts, mais vu les masses qui représentent 12 milliards d'euros, il y a eu quand même un changement d'échelle inédit lié à cette pandémie qui a d'ailleurs mis le monde à l'arrêt. Merci, Madame la Directrice. Monsieur Alain Milon a la parole. Oui, merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre rapport qui, en fait, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais reflète un peu ce que nous sentions confusément sur le fonctionnement de Santé publique France depuis quelques mois. Donc, c'est avec une certaine satisfaction que je reçois votre rapport en me disant que finalement, je ne me suis pas vraiment trompé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous savons tous que Santé publique France a été créée par Marisol Touraine et que c'était pour des raisons financières, pour des raisons de budget, et que nous regroupions dans Santé publique France l'INPES, l'INVS et PRUS. Et si je regarde la façon dont
sont gérées les crises. Lors de la crise H1N1, INPES, INVS et Prus ont géré la crise d'une manière admirable, à tel point d'ailleurs que la ministre de l'époque a été critiquée parce qu'elle avait trop dépensé. Et si on regarde cette fois-ci la crise Covid, on s'aperçoit que cette gestion qui avait été excellente, tout au moins bonne, dans la crise H1N1 n'a pas été aussi bonne dans la crise Covid, pour des raisons que nous pourrions détailler, qui ne touchent pas les personnes, mais qui, à mon avis, touchent l'organisation. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, finalement, que Santé publique France est un mastodonte, quelque chose de beaucoup trop gros, un gros machin, qui de toute façon n'arrivera jamais à fonctionner complètement efficacement par rapport à l'EPRUS, par rapport à l'INVS ou à l'INPES, que personnellement je regrette. Question. Ensuite, René-Paul Savary. Oui, merci. En continuité d'Alain Milon, moi je me demande si on a vraiment tiré entièrement parti de la crise qu'on vient d'avoir. Il faudrait bien que si jamais il y avait une nouvelle épidémie, on ne soit pas recommencer les mêmes choses. On ait fait appel à un prestataire à ce moment-là sur la logistique. Pourquoi pas? Mais s'il se reproduit une crise, maintenant on les connaît, les circuits. Donc il n'y a pas lieu, me semble-t-il, de refaire appel à un prestataire. Et qu'a fait le prestataire? Il s'appuyait sur les élus locaux et les départements pour savoir comment on s'organisait dans tout cela. On a répondu justement aux prestataires et sont sur le terrain, derrière le préfet, l'organisation territoriale qui a permis de gagner du temps. Moi, je pense qu'il est important que Santé publique France ait une organisation territorialisée et différente selon les missions que vous avez courantes de la mission de crise. Il faut impérativement, me semble-t-il, pour tenir compte de la crise, d'avoir une espèce de cellule de crise. Nous, on avait appelé ça sur un rapport une crisis data hub qui permet de mobiliser toutes les forces vives et derrière un seul chef qui est le préfet de département. Donc il est important d'avoir cette gestion de crise autour du préfet de département avec l'ARS, Santé publique France, la CNAM parce qu'elle amène des choses et d'autres interlocuteurs tels que les départements. Est-ce que vous avez configuré une gestion de crise aiguë, particulière à activer dans les 24 heures. Vous voyez, on aurait un accident autour des centrales nucléaires. Est-ce que vous êtes capable de donner dans les 24 heures des comprimés d'iode? Est-ce que vous connaissez les circuits, etc. Ce qu'on appelle vraiment une cellule de crise derrière. Et puis, en ce qui concerne la gestion des stocks, moi j'avais un ex-établissement des Prus à Vitry-le-François dans la Marne. Et au moment de la crise, on détruisait les masques périmés, alors qu'après, on nous a dit que finalement, même s'ils étaient périmés, ils pourraient servir à des acteurs de deuxième rang. Est-ce que vous avez tenu compte également de tout cela par rapport à la gestion des stocks? Merci. Merci. Et pour conclure, Madame Apoursopoli. Oui, merci Madame la Présidente. Concernant la constitution et l'entretien des stocks stratégiques, j'ai une petite question. D'abord, il faut quand même se souvenir qu'en France, 218 000 doses d'AstraZeneca ont été jetées à la poubelle en raison de leur date de péremption. Péremption. Ah, j'ai dit préemption. Non, je suis dans un autre débat. Péremption, selon la directrice générale de la santé, et cela ressemble tout de même 218 000 doses à 2 € l'unité. Ça fait quand même 436 000 € de perdus. Pauline Londex de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament avait dénoncé qu'un tiers de la population mondiale n'a reçu aucune dose de vaccin. Quand on voit les chiffres de gâchis, on ne peut être que choqué, mais malheureusement, on pouvait s'y attendre parce que les pays riches, eh bien évidemment, ont voulu accaparer les doses de vaccins, ayant peur d'en manquer.
voulant vacciner la population, évidemment, rapidement. Ils ont acheté les doses et ça a conduit à ce gâchis. Je crois qu'il y a quand même un problème récurrent depuis le début de la crise du Covid. C'est la question de la gestion des stocks qui est une constante, je pense, catastrophique. Alors, quelles dispositions, voilà ma question, quelles dispositions ont été prises pour éviter la reproduction de ces erreurs stratégiques de gestion de stock? Et après une insuffisance de stock de masques pendant la pandémie, le sort des doses de vaccins non utilisées réinterroge sur, évidemment, les prises de décision à la direction de Santé publique France. Je vous remercie. Merci. Madame la Présidente. Je répondrai à la première question d'Alain Milon et puis je laisserai la parole pour les deux autres questions à SPF France, à Santé publique France, pardon. Sur SPF qui serait un gros machin, pour reprendre votre expression, monsieur le sénateur, pas forcément très efficace ou moins efficace que ne l'auraient été l'INPES, les Prus et les NVS au temps de H1N1. Je ne suis pas sûre que ce soit la taille et le regroupement des établissements qui font qu'un établissement est efficace ou pas. En tout cas, si on compare encore une fois avec ce qui se passe à l'étranger, on a des établissements plus importants et qui ne sont pas moins efficaces, et nettement plus importants en taille et en mission. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les comparaisons étaient difficilement réalisables. Donc, voilà, méfions-nous de ce genre de comparaison, si tant est aussi que la situation sanitaire puisse être comparable en cas de H1N1 et en cas de pandémie mondiale. Je ne suis pas du tout une spécialiste de ces questions-là, et donc je laisserai de plus compétents que moi répondre. Mais voilà, juste sur le gros machin, ça n'est pas le gros machin qui fait que c'est efficace ou pas. Et voilà, je pense qu'on a aussi à apprendre de l'étranger. Il y a de beaux exemples de gros machins qui fonctionnent. Merci. Merci. Et donc, je laisse la parole à Madame Jacquet pour répondre à Monsieur Savary et à Madame Porsopoli. Oui, merci Madame la Présidente. Pour commencer sur cette première question, alors je pense qu'il y a un sujet quand même de taille critique à avoir pour pouvoir répondre à des pandémies d'une ampleur qui sont quand même inégalées. Je pense que la Covid-19 est quand même une épidémie d'une ampleur inégalée et qui n'a pas de comparaison dans un avenir, dans un passé précédent. Et il faut quand même un minimum de taille critique pour pouvoir avoir l'assise nécessaire, les renforts, mutualiser les personnes, les faire tourner, parce que c'est une crise qui est d'une ampleur absolument exceptionnelle et qui surtout a une caractéristique de s'inscrire dans la durée. Donc d'ailleurs, ce sont des hommes, des femmes qui se sont mobilisés sans discontinuer pendant 2 ans, avec d'ailleurs les ARS, la Direction Générale de la Santé ou la CNAM. Et d'ailleurs, il faut des forces vives et une capacité de solidarité interne, d'organisation interne, de mutualisation, qui, me semble-t-il, aurait été beaucoup plus difficile avec un morcellement des compétences. Par ailleurs, Santé publique France peut paraître un mastodonte. Néanmoins, je constate à la lecture du rapport de la Cour qu'il y a des mastodontes encore plus importants et bien plus importants dans les autres pays, ce qui veut bien dire que la taille peut quand même être aussi importante dans l'accomplissement de toutes ces missions de santé publique qui, je le répète, ce sont des missions essentielles de santé publique qui sont référencées à l'international dans le référentiel OMS comme des missions de santé publique avec un continuum. Ensuite, pour vous répondre sur la logistique et l'organisation, monsieur le sénateur, sur l'organisation territoriale et le lien avec les préfets et les élus et dans la gestion de crise. Alors oui, évidemment, Santé publique France, c'est dans ses missions premières, est organisée pour réagir en 24 heures à une gestion de crise. Et j'ajouterai qu'évidemment, elle ne le fait pas seule, puisqu'elle fait partie d'un écosystème d'acteurs de gestion de crise, à commencer par évidemment le ministère de la Santé, qui aurait pu s'exprimer sur la question. On est en lien permanent, toutes les heures, avec le centre de crise du ministère de la Santé. Et de manière plus générale, on inscrit nos plans, vous parliez de l'IODE, dans un contexte interministériel. Si on prend l'exemple de l'IODE, effectivement, nous détenons les stocks stratégiques d'IODE, mais on s'inscrit dans le cadre du plan IODE, qui est interministériel, qui est piloté par le SGDSN. Et comme vous le savez, il y a également des éléments qui sont justement présents au niveau des zones de défense et mobilisables par les préfets. Et donc, on est évidemment dans un écosystème
qui est organisée, qui est planifiée, qui est formalisée et qui d'ailleurs est testée, comme ça l'était récemment. Et on contribue auprès de l'ensemble des autres acteurs à des exercices de gestion de crise d'ailleurs, pour pouvoir être prêt si malheureusement il était nécessaire. En tout cas, c'est l'organisation telle qu'elle est organisée. Et donc, ça fait partie des missions de Santé publique France, mais des autres acteurs concernés. On n'est jamais seul dans la gestion de crise pour pouvoir être réactif, selon les différents risques, évidemment, qui sont abordés. Sur la question des masques périmés, alors je crois que c'est un sujet qui a été longuement débattu au premier semestre 2020. Encore une fois, donc, je crois que la Cour l'a dit, Santé publique France agit sur instruction du ministère de la Santé, même si évidemment on est clair sur les stocks dont on dispose. Et ces fameux masques périmés, les 600 millions, c'était des masques qui étaient sans date de péremption, qui ne respectaient donc plus les normes en vigueur à l'époque, et nous avions conduit, à la demande du ministère, des tests en laboratoire qui ont prouvé qu'ils n'étaient pas forcément conformes au référentiel. Simplement, à la faveur de dans le contexte de la crise, face à une pénurie de masques extrêmement importante, il nous a été demandé donc d'étudier la possibilité de retester par des laboratoires, ce qui a été fait, l'efficacité de certains de ces masques, de certains lots, pour pouvoir, le cas échéant, les distribuer non pas au personnel soignant, parce qu'on sait qu'on ne pouvait pas se permettre de les distribuer, mais à des publics moins exposés, dans l'attente notamment de la production de masques tissus et du lancement d'autres choses. Ce que nous avons fait, en lien avec la NSM, évidemment, à la demande du ministère. Voilà, donc on a à chaque fois respecté, si vous voulez, les normes d'efficacité, de protection de ces équipements qui sont standardisés et qui sont les nôtres. Et enfin, sur les stocks stratégiques et les 218 millions d'AstraZeneca, alors là aussi, c'est Santé publique France qui passe les commandes qui acquiert et qui passe les commandes évidemment de produits du stock État. Néanmoins, vous le savez, nous agissons là aussi sur instruction et sous le pilotage de nos autorités de tutelle, évidemment de manière toujours très concertée en collaboration. Et donc des décisions ont été prises face à l'incertitude aussi de la crise et de ses évolutions, de pouvoir acquérir des médicaments ou des vaccins dans des proportions suffisantes pour pouvoir faire face aussi à des évolutions de l'épidémie qui, vous en conviendrez, étaient très difficiles à anticiper. Et donc il a toujours été décidé qu'il nous fallait disposer d'un stock minimal de vaccins, comme l'ont fait les autres États d'ailleurs, pour pouvoir vacciner la population en cas de nouvelles vagues dont on a vu qu'elles pouvaient arriver extrêmement vite. Merci. Madame Grenier, souhaitez-vous apporter des éléments de réponse complémentaires ? Non, je n'ai rien à très bien. ajouter, merci. Donc, je redonne la parole à René-Paul Savary, qui vient de la solliciter, Simplement, mais il faut que ce soit très bref. Oui, Madame la directrice, je pense que vous n'êtes pas prête s'il y avait un incident ou un accident. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas la possibilité de géolocaliser les gens et donc pouvoir faire en sorte de les prévenir et qu'ils viennent chercher des comprimés, puisque on n'a pas réagi par rapport à la crise, on n'a pas modifié, on n'a pas de cellules de crise nous permettant de croiser des données actuellement. Il faut des modifications législatives, c'est ce qu'on avait proposé à travers un rapport pour qu'il y ait vraiment des possibilités de pouvoir activer des données particulières venant de différents organismes à un moment donné, dans des circonstances bien données. Ça mérite automatiquement une modification législative et on ne l'a pas faite. Ce qui veut dire qu'on n'est pas prêt sur le plan de l'information de chaque individu qui peut être concerné. C'est là où je dis on n'a pas tiré entièrement expérience de ce qu'on a connu pour l'adapter à d'autres types de crises. Alors, peut-être sur ce point, ça ne relève pas de mes compétences directes, mais on est évidemment concerné puisqu'on fait partie de l'ensemble des acteurs qui s'intéressent et qui gèrent cette question. Je peux vous dire que justement, c'est c'est des travaux qui sont menés en ce sens, notamment y compris avec le ministère de l'Intérieur, et qui a effectivement cette préoccupation de pouvoir informer en temps réel, si c'est votre question, les personnes en cas de crise et y compris sur les gestes à accomplir, si j'ai bien compris votre intervention, pour informer le citoyen, si c'est bien ça votre question. Merci. Merci, Madame la Présidente, Mesdames les directrices et Messieurs les conseillers. Mes chers collègues, ce n'est pas fini pour nous.
et nous avons encore des amendements à examiner.